Bonjour à tous et bienvenue. Après des années, elle a donc choisi de parler. Sarah Abitbol, grande championne de patinage artistique, accuse son entraîneur de viol dans un livre. Elle avait 15 ans. Depuis la publication, c'est la fédération de patinage qui est montrée du doigt, et en particulier son tout-puissant patron Didier Gaillaguet, qui a dû démissionner sous la pression de la ministre. Le sport dans la tourmente avec des champions qui réclament la fin de l'omerta. Ils ont publié une tribune, une multiplication des affaires qui est telle que le ministère des Sports va organiser une convention fin février avant de dévoiler une série de mesures fin mai. Alors comment sortir de cette crise? Comment améliorer la prévention? Comment libérer la parole des victimes? Doit-on mieux contrôler les encadrants des milliers de clubs qui existent à travers le pays? Alors pour en parler avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Isabelle Sarek, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne patineuse, championne de France solo de danse sur glace, c'était dans les années 80, merci d'être avec nous. Raphaël Mess, bonjour, vous travaillez à la direction régionale de jeunesse et sport. Céline Bonavo, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente d'un club de gym à Dijon, l'ADG 21. Et puis Louis De Santi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association pour un sport sans violence et pour le fair play. Vous êtes par ailleurs président d'honneur du comité olympique de Saône-et-Loire, et puis vous avez été kinésithérapeute pendant de longues années à la fédération de gymnastique. C'est ça, oui. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce matin. Isabelle Sarek, 35 ans de silence. Vous entendez Sarah Abitbol et vous vous autorisez enfin à parler. Oui, parce que je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage pour dénoncer ce qui lui était arrivé. Et même si moi, ça n'a pas été aussi violent qu'elle, j'ai traversé aussi une période où j'ai eu des abus sexuels d'un entraîneur dans mes débuts. Et je me disais que c'était maintenant qu'il fallait en parler. Et cette impulsion m'a été donnée par cette espèce de MeToo du sport que Sarah a amorcé. Alors, vous n'avez pas porté plainte, je précise, parce que les faits sont prescrits. Vous aviez 15 ans à l'époque. Qu'est-ce qui se passe avec cet entraîneur? 16 ans. Il se passe que, outre ces gestes déplacés, ces façons de toucher mon corps sous prétexte de correction, et les gestes étaient parfois dans des zones pas toujours appropriées. Intime. Lors d'un retour de compétition de nuit sur autoroute, alors que sa belle-mère conduisait, que sa femme était aux côtés de sa mère, il s'est permis, De vous violer, le mot est dur à dire, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé cette émission, mais oui. vous avez du mal à le prononcer. Oui, parce qu'il m'a d'abord touchée et il a été plus loin en plongeant sa main dans ma culotte et en allant beaucoup plus loin, et j'étais tétanisée, et c'est en écoutant des témoignages avec l'affaire MeToo que j'ai réalisé que c'était une forme de viol. C'est un secret qui devait exploser à un moment donné? Je sais pas, parce qu'on a de la honte, on a la peur de s'exposer aussi. Moi, je suis enseignante. On a toujours cette honte qui est sur nous, cette peur. Qu'on ne nous croit pas? Tout à fait. Parce que moi, ça s'est passé de nuit, sur l'autoroute. Il était à ma gauche, mon partenaire dormait à la droite. Je me dis, il y a sa femme devant, il y a sa belle-mère devant. Il y a son beau-frère à mes côtés qui était mon partenaire. Il est entouré de sa belle famille. Et qu'est-ce qu'il fait, quoi? Louis De Santi, c'est un témoignage qui vous touche, qui vous bouleverse? Ça me bouleverse, parce que c'est pas pensable que des adultes puissent se permettre ce genre de gestes. Nous, on a toujours cette confiance qui est partagé entre un entraîneur et l'entraîné. Et ce couple qui est forcément un petit peu fusionnel, on arrive à des gestes comme ça, c'est catastrophique. Je me demande comment, dans la tête de ces personnages, ça peut se matérialiser par ça. C'est abominable. Céline Bonavo, je me tourne vers vous. J'imagine que quand on est présidente de club, c'est la hantise, en fait, qu'il arrive quelque chose comme ça aux enfants dont on a la responsabilité? Oui. Je suis désolée de ce qui vous est arrivé. Oui, on a peur. On a peur que ça puisse arriver.
même si on a confiance dans les personnes qui encadrent nos enfants, et heureusement, la plupart, ils sont fabuleux, merveilleux, et ils ont jamais, ça ne reviendrait pas à l'idée de faire des choses aussi horribles. Mais oui, on a la responsabilité aussi, nous, en tant que président, d'assurer la sécurité des enfants. Raphaël Mess, le patinage, c'est quoi? C'est la grande muette? C'est la loi du silence qui règne? Je dirais que tous les milieux sociaux sont touchés. Là, le patinage est mis en avant parce qu'une personne a eu le courage d'en parler. Donc, c'est très important de briser ce silence. Ça permet d'ailleurs de libérer la parole, comme on peut le voir. Et le ministère, c'est une action phare de la nouvelle ministre depuis qu'elle est arrivée. Et donc, il y a des choses qui sont mises en place pour justement lutter contre ce fléau. La ministre, elle a mis la pression sur M. Gaillaguet pour qu'il démissionne. C'est le début d'une nouvelle ère, d'après vous? Oui, je pense que ça fait pas très longtemps, mais ces affaires sont dévoilées. On a vu dans le milieu du cinéma que ça ressortait, donc ça libère vraiment la parole. Et oui, c'est une action phare de sa part, et un courrier a été envoyé d'ailleurs à tout le mouvement sportif, ainsi qu'aux représentants de l'État que nous sommes. Elle en a fait son cheval de bataille, la ministre? Oui, son cheval de bataille, et il y a une cellule spécifique qui a été créée au ministère pour recueillir toutes ces données, tous les gens qui se sentent, qui ont le courage maintenant de vouloir en parler, et donc ça se matérialise par ça et d'autres actions, bien sûr. Isabelle, quand vous évoquez le milieu du patinage, vous avez une phrase très forte. Vous dites que le patinage, c'est un diamant. Je vous laisse terminer la phrase. Dans un écrin de merde. De ce que j'en ai vécu, oui. Parce qu'au-delà de cette expérience, si je peux parler ça d'une expérience, de ce que j'ai vécu dans mes débuts, après le patinage, voilà, j'ai des gens qui m'ont brisé mon rêve. Et j'ai enfoui un petit peu tout ce qui m'était arrivé, toute cette souffrance pour y accéder, fait les sacrifices, le travail en conséquence. Et on défait une carrière d'athlète, et c'est un sport où vous pouvez être la meilleure et ne jamais être la première. Et entre autres, nous, pour notre fin de carrière, c'est ce qui s'est passé. Et ça ne se base pas que sur vos qualités, vos compétences sportives. Et oui, et les gens qui souvent dirigent ce milieu, des fois je me demande s'ils sont là pour l'intérêt des athlètes ou pour leur propre intérêt. Alors ça touche pas seulement le patinage. Selon une enquête du média Disclose, 77 cas d'agression ont été recensés depuis les années 70. On dénombre 276 victimes dans 28 sports. La pédophilie dans le sport, c'est un phénomène qui a longtemps été occulté. Oui. Alors, malheureusement, les affaires ne datent pas d'hier, de ces dernières semaines. Moi qui ai connu le sport il y a quelques années, ça se passait dans les couloirs, ça se passait dans les vestiaires, et personne n'y trouvait quelque chose d'anormal. Et donc c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a installé dans les milieux sportifs comme dans le milieu artistique, on a installé ce genre de comportement. Je pense que plus particulièrement les sports qui sont esthétiques, où l'esthétisme passe avant le reste, parce qu'il faut montrer qu'on est beau, qu'on est bien fait, et donc cette séduction qui doit se faire sur le public, sur les juges, notamment en patinage, mais aussi en gymnastique dont je me suis occupé, on a toujours ce sentiment qu'il faut être beau. Et donc la séduction est de mise dans tous les gestes sportifs, dans ces disciplines-là. Céline Bonavo, vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Alors personnellement, j'ai pas l'impression que ma fille soit dans la séduction quand elle est sur un plateau. De gym? De gym. Effectivement, il faut qu'elle soit belle, mais parce que le sport est beau, qu'elles sont magnifiques. Est-ce que c'est pas plus dangereux? Des sports où on doit se déshabiller, peut-être se faire plus jolie pour le jury? C'est plus accessible aux prédateurs.
Oui. Parce que les prédateurs sont à l'affût de ce qui est esthétique, de ce qui est beau. Et donc, ces personnages, je ne veux même pas les qualifier, ces personnages sont à l'affût de ça. Et ils entrent naturellement dans ces disciplines-là pour, probablement, à un moment ou un autre, agir. Raphaël Metz, je me tourne vers vous. Dans 77% des cas, l'agresseur continue de travailler. Une affaire sur 2 est un cas de récidive. Ça veut dire qu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé? Si, l'État tire des leçons parce que justement, il y a une expérience qui a été faite dans une région de France où on va demander, il faut savoir que quand quelqu'un travaille contre rémunération, il a obligation de donner son extrait de casier judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour les bénévoles. Et souvent, comme disait monsieur, le prédateur le sait, et c'est des bénévoles aussi, pas que des professionnels. Et donc cette expérience, en partenariat avec une discipline, tend à faire une systématisation de la demande d'extrait de casier judiciaire. Voilà. C'est quelque chose que vous voudriez faire, je crois, Oui. Céline Bonavo. Moi, j'ai demandé à ce qu'on demande un extrait de casier des bénévoles, de tous les encadrants. Je ne trouve pas normal, avec tout ce qui se passe, que quelqu'un qui a déjà été condamné puisse encore avoir accès aux enfants. Et ça met tout le monde à l'abri. Je veux dire, ça met aussi mes bénévoles qui sont, voilà, je redis, des gens qui, pour l'instant, j'ai entière confiance, mes salariés aussi. Mais il faut montrer que nos enfants, on les met à l'abri et qu'on essaye de faire quelque chose. Et on n'a pas beaucoup de moyens pour mettre nos enfants à l'abri, hormis demander à avoir un extrait de casier. Et c'est pas ne pas avoir confiance dans nos encadrants, parce que dans la mesure où on n'a rien fait, on peut donner son casier, il n'y a rien de... Isabelle Sarek, ça aurait évité que votre agresseur poursuive sa carrière d'entraîneur, atterrisse d'ailleurs à Dijon, au club de patinage dans les années 2000. Pour ça, maintenant, les gens ont peut-être le courage, avec toute la mouvance actuelle, pour porter plainte. Mais moi, grâce à vos investigations, j'ai su qu'il avait eu des décousus avec la justice et des condamnations avec sursis. Donc, il est libre. Et elles sont arrivées que dans les années 2000. Et ça veut dire 20 ans après. Donc, pendant tout ce temps... Il a pu sévir. Il a pu sévir. Je ne suis sûrement pas la seule envers laquelle il s'est permis d'agresser sexuellement, ou d'attoucher, ou de plotter, ou de faire ses remarques graveleuses toujours en bas de la ceinture. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'il faut une systématisation des gens qui approchent les enfants avec un casier judiciaire, et qu'on le vérifie régulièrement. Parce que l'un des problèmes, Louis de Santi, je me tourne vers vous, l'un des problèmes aussi, c'est la question de l'emprise de l'entraîneur. Bien sûr. Mais la responsabilité, elle est collective. Parce que l'État, qui met à disposition des cadres rémunérés par lui, a forcément le devoir de contrôler ces phénomènes-là. Mais aussi, même chez les bénévoles, alors on va pas leur jeter la pierre. Les directions départementales et régionales sont pauvres en personnel, en inspecteurs, qui seraient chargés d'aller voir ce qui se passe dans les clubs, dans la plupart des clubs. Et malheureusement, moi, en 50 ans de bénévolat, je n'ai jamais vu un inspecteur venir dans le club dont je me suis occupé pour faire une petite enquête de moralité, ou tout simplement pour voir si tout allait bien. Raphaël Metz, comment on repère les déviants? Comment on fait de la prévention? Alors la prévention, c'est des formations, des interventions, de la prévention qui est faite en direction soit des personnels de l'État, dont je fais partie, mais également les CTS, dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont le relais vraiment entre la fédération et l'État, et les jeunes qui sont dans des filières d'accès de haut niveau. Donc on intervient dans les CREPS sur ces problématiques-là, et des formations sont proposées. Après, il faut savoir reconnaître, il y a des signes. Quels sont comment on repère ces personnes déviantes? On va les repérer surtout, malheureusement, par le biais des victimes. Donc les victimes, soit elles vont derrière, ça va entraîner une attitude introvertie ou extravertie.
Donc, ce qui doit interpeller, je dirais, le dirigeant, l'entraîneur, qui que ce soit qui accompagne cet enfant, la victime, c'est le changement d'attitude. Donc, dans un côté ou dans un autre. Donc, ça, Mais je pense qu'aussi, c'est pas seulement les encadrants et les adultes. Maintenant, bon, c'est vrai que je pense que la jeunesse est un peu plus informée sur ce qui est acceptable ou non. Mais à l'époque, voilà, qu'un entraîneur vous replace l'épaule parce que dans des disciplines corporelles à visée esthétique, de toute façon, au niveau, on est un peu trié sur le volet physiquement. Moi, l'entraîneur après, en Allemagne, avec qui je me suis entraînée, Martin Skotnicki, qui entraînait aussi les Duchesnay, il disait, il était tchèque avec son accent, si pas belle, moi pas entraînée. Parce que vous voyez bien dans le top 10, les filles, elles sont toutes, on est obligé d'avoir une ligne, d'avoir, voilà. Et ce jeu de séduction, c'est pas volontaire, c'est qu'on doit faire rêver le public, on doit être parfaite sur la glace jusqu'au bout des ongles. Et c'est ce qui fait vraiment rêver et l'aura de notre discipline. Après, il faut qu'aussi les enfants sachent que, bah oui, il peut te replacer l'épaule, mais il glisse pas sur ta poitrine. Oui, il peut te remettre la hanche, mais il t'attrape pas par les fesses. Donc, les enfants doivent être aussi conscients et alertés sur le fait que, bien sûr, il va te toucher pour te corriger, pour te faire tendre la jambe, etc. Mais comment on alerte les parents ? Quel est le signal quel est le message qu'on peut donner aujourd'hui aux parents qui nous regardent ? Qu'est-ce qui doit les alerter, Céline ? Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à discuter de tout ça avec les enfants. C'est compliqué. En tant que parent, c'est compliqué. Mais oui, les changements de comportement. Après, il y a une complicité involontaire, un aveuglement par moment des parents ? Certainement. On les voit s'épanouir dans quelque chose, on n'a peut-être pas envie de voir. Et puis on peut pas imaginer qu'on puisse leur faire du mal. Non, c'est vrai. À tous, je vous pose cette question. Quel est le poids d'une fédé, d'un entraîneur sur un sportif ? Le poids d'une fédé sur un sportif, il y a le pouvoir disciplinaire, c'est son rôle à la fédération quand elle constate des déviances. Après, il faut qu'elle assume son rôle. Et ça, c'est à nous d'être vigilants derrière, l'État, mais bien sûr le mouvement sportif également. Il y a un problème d'emprise aujourd'hui avec les entraîneurs ? À la Fédération de gymnastique, il faut dire que ça a bien avancé depuis 2018 à peu près, entre le protocole avec l'association le Colosse au pied d'argile qui met en avant tous ces phénomènes. Il y a aussi une charte qui est signée par tous les acteurs de la fédération, c'est-à-dire que ce soit les dirigeants, les entraîneurs et même les professionnels de santé. C'est une charte d'éthique, de bonne conduite et de bonnes pratiques chacun dans son domaine. Et donc je pense que toutes les fédérations font attention à ça, mais peut-être d'un peu trop loin jusqu'à présent. Et c'est presque bien qu'au bout du compte, il y a eu ce déclic. Ces révélations. Médiatiser ces événements-là, vous faites un excellent travail parce qu'il fallait le faire, il fallait que ça se fasse. Céline Bonavaux, je me tourne vers vous. Certaines fédérations, certains clubs reconnaissent le problème depuis quelques années. Vous avez pris des mesures pour lutter contre ce fléau ? Oui. Alors nous, on est en train de mettre en place une formation pour nous, que pour nos entraîneurs, où on va discuter des problématiques qui nous concernent, nous, au club, où on veut qu'on soit dans la bienveillance et puis qu'on ait une vraie formation. Donc on veut faire venir un intervenant, une psychologue. Alors s'il y a des choses qui effectivement existent dans le haut niveau, parce que donc, ma fille fait partie des enfants qui sont au pôle. Donc effectivement, Colosse au pied d'argile interviennent. Ils leur dispensent l'ouverture à la parole. Qui vient faire de la prévention. C'est une association qui vient clubs. faire de la prévention. C'est des enfants qui voient le psychologue 2 fois par an. Il y a toute une mise en place. Il y a d'autres règles très concrètes que vous mettez en place dans votre club. Alors c'est vrai que nous, depuis 4 ans, on ne veut plus que les parents entrent dans les vestiaires. Le regard de certains parents était beaucoup trop gênant. On essaye de les mettre à l'abri. Nos entraîneurs sont en train de mettre de plus en plus en place les checks. Ils embrassent plus les filles à l'arrivée. Enfin, ça n'empêche que la semaine dernière, à la compétition, j'ai une des petites qui est tombée dans les bras de son entraîneur parce qu'elle était ravie d'avoir réussi son saut et que c'était un geste spontané. Mais on essaye
de mettre une certaine distance physique. Après, je sais que les entraîneurs, dans leur nouvelle formation, apprennent à parer les filles avec le dos de la main plutôt qu'avec la paume de la main. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Après, on ne peut pas forcément attraper les gens quand ils sont en train de faire un double en les prenant comme ça. C'est infaisable. Ils sont là pour leur sécurité. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on essaye de mettre en place. Nous, on est cette formation qui est en train de se mettre en place. Ouvrir le dialogue. En fait, c'est surtout ça. Moi, je voudrais ajouter aussi, me mettre du côté des entraîneurs, parce que c'est pas tous des entraîneurs comme Sarah a pu croiser et comme malheureusement moi j'ai croisé en début de carrière. Il y a des gens super bien, des grands pédagogues, des gens passionnés, et faut pas non plus qu'ils se sentent complètement bloqués en se disant « Ouh là là, je peux plus approcher une gamine, sinon on va m'accuser ». Voilà. Alors, on est dans des techniques où on est obligé de replacer, d'aller au contact du corps de l'autre. Mais moi, je sais qu'après, quand je me suis entraînée avec Martin Skotnicki, j'ai jamais eu l'impression, quand il me faisait sentir, surtout en couple, voilà, être irrespectueux et irrespecté. Voilà, c'était comme ça, il me faisait sentir, et après il m'expliquait, il me disait essaye avec ton partenaire. Et il faut aussi pour les entraîneurs, ça ne devienne pas un sacerdoce et qu'ils soient accusés à tour de bras d'attouchement ou de gestes irrespectueux. Ça... Comment on fait avec ces entraîneurs, Raphaël Metz? Est-ce qu'on peut les former? Oui, il y a des formations qui sont proposées, hein. Comme je ne sais plus qu'est-ce qu'il le disait, mais dans les formations actuelles, dans les BPGEPS, les brevets professionnels, des formations sont proposées dans le cadre spécifique. Voilà, ça, c'est nouveau, ça a changé, ça a évolué? Non, c'est des choses qui sont mises en place depuis quelques années, mais ça évolue toujours. D'ailleurs, les histoires qui sortent actuellement font encore évoluer encore plus les mentalités et puis la prévention et ce qu'on peut faire derrière. Le fait de demander un casier judiciaire à des bénévoles, faut voir qu'est-ce que ça implique, l'importance d'un président, à quel moment ça s'arrête, quand on peut demander, ne pas demander, c'est automatisé, pas automatisé. C'est toutes des questions qui vont se poser derrière, à savoir jusqu'où peut aller la loi et le respect de la vie privée également. Donc voilà, mais au moins on avance et puis on fait des choses. Et Colosse au pied d'argile intervient également dans les CREPS. Oui. Et dans ces interventions, ce qui est très très bien, c'est que ça se passe en 2 temps. Le premier temps est consacré aux entraîneurs, aux dirigeants, aux parents qui veulent être là. Et le deuxième temps se fait qu'avec les enfants des pôles, des CREPS. Et ils ont énormément de jeunes qui viennent et qui se libèrent et qui viennent parler. Donc Parce que concrètement, là, pour les jeunes qui pourraient nous regarder, ou même leurs parents, en cas de problème, on alerte comment? On alerte qui? Alors, il y a le 119, Enfants sans danger. Et puis... un numéro gratuit et anonyme. Un numéro gratuit, anonyme, complètement anonyme. C'est-à-dire, quand on dit anonyme aussi, c'est que ça n'apparaît pas sur la facture téléphonique. Donc, les gens peuvent appeler. Puis, on respecte donc la personne, son identité. Et après, elle est orientée. Et après, il y a plein d'autres numéros et sites. Mais bon, on ne peut pas tous citer. Je dirais que c'est surtout celui-là qui est important pour Enfants sans danger. Et puis ne pas hésiter à aller se tourner vers ses parents, comme on disait, même si c'est difficile, mais aux parents d'être attentifs aussi sur un changement de comportement. Dès qu'il y a changement de comportement, il faut essayer d'ouvrir le dialogue et essayer de parler. C'est là où il faut être attentif. Je te disais tout à l'heure, les sportifs de haut niveau se mobilisent en masse, ils ont écrit une tribune, ça c'est historique. 50 athlètes. Mais parce qu'ils sont conscients que le danger, il existe partout, et donc il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas solidaires de ces victimes. Au contraire, ils doivent renforcer leur puissance de conviction pour justement éviter que d'autres phénomènes s'amplifient de cette manière. Et puis, vous savez... Céline disait, dans les vestiaires, plus un seul parent, et encore moins un papa dans un vestiaire de petite fille, encore moins, on y fait attention. Et puis ça va même jusqu'à, dans la charte du dirigeant, ça va même jusqu'aux remises de médailles. On n'embrasse plus les jeunes filles après leur avoir mis la médaille autour du cou. C'est quand même assez significatif de la situation dans laquelle
on a conscience d'être attentif à tout ça. Alors le sport est quand même un univers où les dirigeants sont souvent des hommes. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des femmes à la tête de tout ça? Céline Bonavo, je vous vois sourire. Il faut mettre des personnes qui ont envie de le faire et qui donnent de leur temps et qui vont donner tout ce qu'ils peuvent en fait. C'est surtout ça, la principale. Que ça soit des hommes ou des femmes, peu importe. Après, on n'a pas forcément le même regard, effectivement, sur les pratiques, sur les choses qui se passent, mais... Moi, j'attends avec impatience une femme à la tête à la présidence de la Fédération française de gymnastique qui, on peut le souligner, comporte plus de 80% de licenciées féminines. Mais qui n'a pas de problème pour l'instant, la Mais qui n'a fédération pas de problème, oui. de gym. C'est aux États-Unis, mais pas chez nous. Ah oui, on a eu... Le tableau peut paraître un peu effrayant de ce qu'on vient de dire sur le sport. Il faut quand même dire qu'il y a des gens très bien, qui font leur travail très, très bien. Oui, alors oui, je voulais en parler un petit peu. Malgré ce fléau dont on parle, il faut quand même rappeler que le sport, c'est quand même un vecteur de valeurs qui sont fondamentales pour la construction d'un enfant. Donc il faut quand même rester sur cette note positive. Et comme tu le disais, il y a beaucoup d'entraîneurs, la majorité sont fabuleux, des dirigeants qui donnent de leur temps. Donc il faut quand même remettre les choses à leur place sur ça, quoi, sur les valeurs véhiculées, et malgré ces dérives qui, je le rappelle, sont quand même dans toutes les sociétés, quoi. Isabelle Sarrec, un dernier mot avec vous. Est-ce que vous êtes prête à pardonner? Difficile, mais je pense qu'il faut en passer par là. Oublier, non. Mais pardonner, ça prendra encore un petit peu de temps. Mais si je veux réussir à avoir une vie plus sereine, oui, il faut en passer par là. De toute façon, entretenir la rancœur, c'est pas quelque chose de positif. Ce qui est positif, c'est le combat qui se mène pour assainir le sport et puis faire que les enfants